C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève sur Canal M. Bon, petit souci en début d'émission, c'est les choses qui arrivent avec la technologie. Donc, nouveau président à la Société de développement commercial du village à Montréal, Francis Gaudreault, qui relève les manches car les prochaines années seront cruciales. Axel Lenoir, une BDiste qui est aussi une personne trans, remporte le prix BDLIS Jeunesse du Festival de la bande dessinée de Montréal. Le chanteur Sebs nous visite et on a la chronique Arc-en-ciel musicale avec Donald Bilodeau. L'heure où l'arc-en-ciel se lève, une émission et balado qui s'écoute comme une douce chanson d'amour. Vous écoutez L'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Le village à Montréal. On en parle beaucoup à cette émission. Je sais qu'on est une émission pan-canadienne, puis les gens se posent des questions. Vous parlez du village à Montréal. Bien, sachez que dans les grandes villes, ces points de rassemblement, il y en a à Toronto, il y en a ici à Montréal, dans d'autres villes, il y en a, mais dans les grandes villes, il y a des points de rassemblement qui sont aussi des points historiques, là où beaucoup de manifestants, beaucoup de personnes se sont rassemblées pour faire valoir leurs droits. Alors, le village à Montréal a un contexte historique, a aussi un contexte commercial, et il faut le dire, depuis quelques années, ça ne va pas aussi bien que ça allait avant. Alors, pour en parler, on reçoit le nouveau président de la SDC, la Société de développement commercial du village. C'est un rassemblement de personnes d'affaires, et donc, il s'appelle Francis Gaudreault. Bonjour, bienvenue à l'émission, Francis. Très bien, merci. Alors, Francis, dis-moi, nous, on demande toujours aux gens, on utilise les pronoms et les accords masculins avec toi? Oui, exact. D'accord. Et puis, la bonne nouvelle, c'est que Francis a une business, en fait, tu es propriétaire d'un commerce qui s'appelle Men's Room, qui est Armada ici à Montréal, mais il y a aussi dans le village à Toronto. Oui, et à Chicago aussi. Donc, toi, tu connais déjà trois différents quartiers de nos communautés. Bien, justement, Francis, d'abord, félicitations, tu as été élu président de la SDC. Oui, à notre rencontre au mois de février, j'ai été élu avec un nouveau conseil d'administration. Ça veut dire que c'est bien excitant, on a plein de nouvelles faces et nouveaux membres qu'on travaille fort pour voir si on peut améliorer le village dans les prochaines couples d'années. Je disais en entrée de jeu, puis j'ai vu ton visage un peu pas trop d'accord, que je disais que ça allait pas toujours très bien dans le village. Bien, c'est vrai, les années COVID ont été dures. Comme on a eu des entreprises qui ont fermé, on a eu des enjeux dans le village avec des itinérants, des personnes sans abri, que ça a vraiment changé la dynamique. Mais je trouve que dans depuis l'été dernier, on travaille fort pour améliorer le quartier, pour faire ça que c'est une place que les résidents, les commerçants, même les touristes et les autres personnes de Montréal peuvent venir s'amuser dans le village, relaxer, manger, magasiner, puis on veut que ce soit une place que le monde, comme tu dis, s'accueille, ils viennent, puis ils s'amusent tranquillement. Sauf qu'il y a on l'a vu, il y a beaucoup de commerces qui ont fermé les portes, il y a quand même beaucoup de quartiers, ou c'est pas de quartiers, mais de coins ou d'édifices qui s'est placardés. Oui, ben c'est pas vraiment seulement un problème du village, c'est à travers la ville de Montréal. On Tout sait à qu'il y a fait. même dans le centre-ville de Montréal, à Sainte-Catherine, proche de Peel puis McGill, il y a des blocs entiers qui sont vides. Mais nous, on en a eu perdu des entreprises, mais on en a des nouveaux qui ouvrent. On a des nouveaux restos, des arcades, des boutiques. Mais aussi, on a du développement où que les bâtisses se vont changer en condos. Oui. C'est-à-dire qu'il y a une couple de blocs, ils vont se faire démolir, puis ils vont se faire reconstruire. C'est-à-dire comme le projet Bourbon, qui ajoute plein de résidents, puis des nouveaux commerces dans le village. C'est-à-dire on s'améliore dans une couple de différentes façons. Pendant longtemps, le village, c'était le lieu de rencontre, notamment pour les hommes, parce que les femmes, c'était un petit peu ailleurs, mais c'était un lieu de rencontre. Les gens allaient dans le bar, c'est là qu'ils allaient se rencontrer. De nos jours, les gens ont leur téléphone portable, ils vont sur Scruff, Grindr. Ça a changé aussi, donc, la vocation, je comprends bien, du village. Un peu, oui, mais comme il y a toujours de la vie sociale. Même sur les téléphones, même sur les réseaux sociaux, c'est pas pareil que se rencontrer à un bar, de jaser avec des amis, de rencontrer du nouveau monde. Ça veut dire même, oui, la façon qu'on communique entre nous-mêmes a changé. Il reste toujours la vie régulière sociale que le monde veut. Ils veulent voir les amis en personne, faire des Zooms. Et après le COVID, avec les Zooms, puis les FaceTime, on a réalisé que c'était pas pareil. Que le contact humain, c'est vraiment important. C'est pour ça que je pense que le village, il va toujours avoir un avenir
vraiment social. Ça va toujours être un lieu de rencontre pour les bars, les équipes sportives sociales. Il va toujours avoir une raison d'être dans le village. Puis je pense que c'est ça qu'on essaie de travailler comme la SDC et avec d'autres organisations pour faire sûr que ça tient le caractère accueillant. Qu'on veut que le monde vienne et se sent bienvenu. Les problèmes qu'on vit présentement dans le village, est-ce que c'est des problèmes que toi tu vois quand tu vas à ton magasin à Toronto? Parce que je sais que tu y vas assez régulièrement. Oui, c'est pour ça que le COVID a été difficile pour beaucoup des centres-villes tout à travers le Canada. Parce que nous, à Toronto, à notre boutique à Toronto, on a les mêmes enjeux. On a les personnes sans abri, on a les personnes avec des problèmes de santé mentale qui sont vraiment visibles dans le village à Toronto aussi. Puis il y a beaucoup de graffiti puis de destruction des fois à Toronto. Puis je trouve que c'est des problèmes que les deux villes, il faut qu'ils gèrent. Puis il n'y a pas des solutions simples. On sait que même avec la mairesse qui travaille fort dessus, il n'y a pas de solution simple. C'est pas juste... Mais je t'entends parler de la mairesse parce que beaucoup de gens lui mettent plein de fautes, plein de responsabilités sur le dos. J'ai pas l'impression que j'entends ça de toi. Non, ben... on sait qu'on travaille avec la ville sur beaucoup de projets pour améliorer le quartier. Parce qu'on sait que oui, c'est difficile, mais aussi que il va y avoir des gros travaux dans le village. Dans une couple d'années, on va refaire tous les égouts. Ça va être le gros projet qui va vraiment changer le village pour l'avenir parce qu'on va reconstruire, puis ça va être un nouveau visage qui va être présenté à la ville. Mais je trouve que dans les dernières couples d'années, la ville a vraiment pris le village en vue, puis ils voient qu'il y a beaucoup de problèmes qui ont besoin de se faire régler, social, économique, commercial. Il y a plein d'enjeux qu'il faut qu'ils se fassent gérer. Puis je trouve que on travaille avec la ville assez bien au moment pour essayer de tout améliorer. Et comme je dis, t'es un commerçant du village, un homme d'affaires du village. Et quand tu parles comme ça, est-ce que tu as l'impression que peut-être que t'es moins... Comment je pourrais dire, parce que je ne veux pas non plus dénigrer, il y a des gens qui sont dans des groupes de revendication, mais quand on a une personne qui fait, tu sais, qui gère de la business, puis qui va parler, puis qui va dire, ben là, il faudrait peut-être que vous nous aidiez. Est-ce que tu penses qu'on t'écoute un peu plus dans ce temps-là? Comme la SDC. Comme la SDC, quand elle parle, est-ce qu'on l'écoute plus, qu'on va écouter peut-être des groupes de revendication? Je trouve que oui, parce que comme cet été, on a eu beaucoup de problèmes avec la piétonisation du village, parce que avec SAMU puis les pompiers, ils voulaient qu'on change les terrasses, puis il fallait qu'on explique que si les restaurants ils n'ont pas leur terrasse, ben ils vont pas survivre l'été. Puis ça veut dire qu'on avait beaucoup d'enjeux, puis là, on trouve que la ville puis les fonctionnaires qu'on travaillait avec, ils nous écoutaient, puis ils ont essayé de trouver des solutions qui marchaient pour tout le monde. Ça veut dire, je trouve avec la coopération qu'on fait avec la ville, ça l'améliore vraiment la situation. La mairesse a beaucoup parlé du problème d'itinérance. J'aime pas dire un problème d'itinérance, mais de la situation d'itinérance, parce que le problème, c'est plutôt c'est causé par d'autres problèmes. Et elle dit à un moment donné, ben, il va falloir que les autres paliers de gouvernement s'impliquent. Ben, c'est vrai parce que pendant la pandémie, il y avait une grosse hôtel dans le milieu du village qui était devenu un abri pour les itinérants pendant la COVID. Que c'était un service qui a vraiment bien besoin, mais c'est une décision du gouvernement provincial. Puis là, ça a vraiment amené beaucoup plus de monde itinérant dans le village. Puis là, ils sont restés là. Puis là, c'est comment qu'on gère le commerce et qu'on donne le respect à ces personnes-là pour qu'ils peuvent vivre leur vie, mais sans vraiment détruire notre quartier. Ça veut dire, c'est un équilibre qui n'est pas facile. Tout le monde veut dire que c'est la faute de la mairesse, mais des fois, c'est d'autres groupes du gouvernemental qui font des décisions qu'elle n'a pas vraiment la façon à rediriger. Parce que l'itinérance, finalement, c'est le symptôme de la pauvreté, c'est le symptôme... plein de symptômes économiques, parce que les prix de tout montent, l'inflation est rendue incroyable. Puis il y a beaucoup de monde qui ne peuvent plus vivre dans les grandes villes. À Toronto, on voit ça, à Vancouver, même à Montréal. C'est rendu vraiment cher à vivre, puis il y a beaucoup de monde qui ne veulent pas se rendre sur la rue, mais c'est là qu'ils se rendent. Je voudrais terminer là-dessus, on va terminer même là-dessus un peu... Comme tu le sais, on est dans un drôle de climat présentement au niveau politique. On le voit aux États-Unis, il y a eu 400 projets de loi qui ont été déposés ou adoptés anti-queer, anti-drag queen, anti-trans. On voit un peu que ça commence à détremper ici avec certains mouvements. Comment gérer ça, surtout quand on est dans un endroit qui est censé être bienveillant? Est-ce qu'il n'y a pas des enjeux de sécurité qui vous font craindre un peu quelque part? Je sais pas parce que
en étant Canadien, on veut toujours dire que nous, c'est un pays différent que les Américains, qu'on n'a pas les mêmes problèmes, mais qu'on... Mais ils existent ici, on les voit. C'est là. vrai, oui, on les voit, puis oui, on a toujours des... C'est toujours en arrière de la tête, avec tous les plans qu'on fait, que la sécurité est importante, mais aussi respecter les droits puis de ne pas les perdre, parce que pour des générations, la communauté LGBT a travaillé fort pour pogner nos droits, puis à penser qu'on serait plus capable de se marier ou qu'on n'aurait plus le droit d'avoir des quartiers à nous-mêmes, c'est impossible à croire ça. Ça veut dire, oui, c'est toujours quelque chose qu'on pense, puis chaque fois qu'on voit une nouvelle loi aux États-Unis qui sort, ou comme il y a une fierté à Floride qui vient juste d'annoncer qu'ils vont pas avoir de spectacle drag parce que toutes les lois, ils savent pas comment suivre les lois et être capable d'offrir des spectacles. Puis c'est des problèmes comme... Qu'est-ce qui arrive à un moment donné si Mado est pas capable de faire des spectacles en public parce que il y a des lois contre des drag queens. Ouais. C'est-à-dire, c'est vraiment quelque chose qu'on pense, mais on croit puis on voit vraiment dans le gouvernement que eux, ils veulent pas aller dans cette route-là. Eux, ils veulent respecter les lois canadiennes et humaines, que c'est notre société qu'on vit dedans. Mais ouais, c'est toujours quelque chose qu'on pense de, puis il faut qu'on regarde. Dis-moi, Francis, cet été, de quoi va avoir l'air notre village? Là? On va piétoniser, là, je vois bien, oui. Oui, ben ça vient juste de commencer, on vient juste de fermer la rue. Les terrasses, ils vont se faire construire mercredi puis jeudi cette semaine. Mais... Là, je vous dire aux gens, on enregistre le 15 mai, donc rendu au 29, ça va être... au 18 et 19, ça va être... La rue va être complètement ouverte. Mais une chose qu'il faut qu'on explique, parce qu'on sait... Il y avait le gros projet d'art des boules de Claude Cormier. Oui. Pour des années, c'était vraiment la façon qu'on connaissait le village. Mais comme j'ai dit, on a des gros travaux d'égout qui vont être dans à peu près une année. Ouais. Que la ville ne veut pas trop investir dans le village au moment parce qu'ils vont complètement détruire. Ils vont tout refaire la rue au complet. Là. Exact. Oui. Ça veut dire, on n'a pas de gros choses d'œuvres d'art comme qui seraient comparables aux boules, mais on essaie de faire ce qu'on peut pour vraiment faire le quartier accueillant. Ça veut dire, on a des nouveaux parcs, on a plein de places à se reposer, à se rencontrer, à être social. Puis là, on travaille déjà sur les plans pour quand les égouts sont tous finis, puis on reconstruit le village, que les œuvres d'art vont être toutes partout. Ça va être incroyable. C'est pour ça qu'on travaille vraiment fort sur l'avenir du village. Parce que même cette année, on fait le plus qu'on peut avec tellement d'animation. On fait vraiment beaucoup de spectacles cette année, puis on est vraiment excités pour ça. Ben, écoute, on va voir ça cet été. Francis Goudreau, nouveau président de la SDLC du village. Merci d'avoir passé l'émission. Merci de m'avoir eu. En bref. Le président ougandais a promulgué une des pires lois du monde contre les personnes queer, malgré les protestations internationales. En Ouganda, les communautés queer sont depuis des années la cible des religieux, des forces de l'ordre et des médias. La loi prévoit de lourdes peines pour les relations homosexuelles et ceux qui feraient la promotion de l'homosexualité. Les personnes reconnues coupables de cette promotion encourent jusqu'à 20 ans de prison. Et pour l'homosexualité aggravée, un crime capital, ça signifie que les récidivistes sont passibles de la peine de mort. Source Libération. Vous écoutez L'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. La BDiste Axel Lenoir a remporté le tout premier prix BDLIS Jeunesse Québec pour ce deuxième tome de Si on était dans le cadre du prestigieux Festival de la BD de Montréal. Axel est également une personne trans et on est fiers d'elle, en fait, notre communauté. C'est le fun de gagner un prix. Et quand on fait partie de la communauté, on est fiers des gens comme Axel. Salut Axel! Salut Denis, ça va? Ça va bien. Bienvenue à l'heure où l'arc-en-ciel se lève. Merci. Alors Axel, j'aimerais savoir quel pronom et quel accord on utilise avec toi. C'est elle. Elle, pas de problème. Alors, comment reçois-tu ce prix aujourd'hui? Wow, ouais. C'est une bonne question pour commencer. Oui, c'est une bonne... Ça a été... j'ai déjà gagné des prix dans ma première partie de ma carrière. Ça fait 20 ans maintenant que je fais de la BD. 20 ans? Oui, non, ça... Mais t'as l'air tellement jeune. Ah, ben merci beaucoup. Oui, ça fait... J'ai commencé jeune aussi. J'ai commencé... À 5 ans, quoi. J'ai commencé à 22 ans, donc on peut... Oh my God, OK. Non, mais je veux dire, être publié professionnellement à 25 ans, donc je m'en viens donc à ces âges-là, mi-quarantaine. Puis... je m'attendais au même genre d'émotions, puis je me suis rendu compte que ça allait pas être les mêmes émotions.
le prix en tant que tel, c'est toujours le fun de se faire reconnaître dans son travail, mais non, ça a été les cris, les applaudissements de la salle, qui sont beaucoup des auteurs de BD aussi, du monde qui tourne autour de la BD. C'était père, quoi. Je comprenais pas pourquoi ils criaient puis ils applaudissaient. J'étais comme, tu sais, puis ma blonde me dit par après, il dit, ouais, mais il t'aime. Je dis, je sais que t'allais me dire ça. Je dis, mais pourquoi il m'aime? Mais donc, je chauffe encore là-dessus. Franchement, c'est aussi l'affaire avec mon éditeur. Mes éditeurs et moi, on pensait pas à gagner pour plein de raisons valables. C'est une série, c'est un tome 2. Souvent, c'est moins propice à. Fait que ça a été un double bonheur. Vraiment, vraiment cool. Ouais. Je dois dire que moi, je le savais depuis un petit bout. Oh, ben Oui, parce qu'on m'avait approché au Festival de la BD pour me demander de préparer une entrevue avec toi. C'était un peu je le savais, puis on voulait préenregistrer, puis on s'est dit, ben non, parce que si on le préenregistre, c'est moi qui vais lui annoncer qu'elle a reçu le prix. C'est ça qui était le fun, c'est que d'habitude, ça arrive souvent avec des remises de prix. Les gagnants le savent déjà d'avance, puis là, il n'y a personne qui le savait, fait que ça rajoute beaucoup à l'émotion. Ben, parlons justement de Si on était. Ouais. C'est le deuxième tome. On peut même parler du premier tome, tant qu'à faire. Ouais. De quoi parles-tu dans tes deux livres? Ça parle beaucoup de choses. Il faut expliquer d'avance que j'ai fait Si on était à la base pour le magazine Curium, qui est un magazine pour ados, qui tourne autour des sciences en général, puis toutes sortes de choses. Et moi, à base, c'était juste, je cherchais un gig pour arrondir les fins de mois, parce que c'est pas facile de vivre du livre. Oui, tout à fait. Donc, ça devait être en 2016. Puis, je cherchais un truc pour m'éclater. Tu sais, pour, sans le savoir, faire un peu un laboratoire, de me permettre d'aller dans toutes les directions. Mais, fait que je me suis juste dit, je pourrais prendre ces deux filles-là qui jouent à Si on était, qui s'imposent un thème. Puis qu'au lieu de juste répondre à voix haute, genre si on était viking, on plonge dans leur tête, on voit... Puis on va dans tous les univers possibles, viking, ninja, donjon dragon. Puis avec le temps, ce qui est fabuleux, fabuleux, c'est pas le bon mot, parce que moi, je m'emmerde vite quand je fais des projets. Je veux que ça change, que ça évolue. Tu sais, je pense que c'est rendu au 3e épisode. Ça faisait 3 mois. J'étais déjà en train d'essayer de casser mon moule. Ouais. Fait que le tome 2, c'est ça la coke. Non, j'étais pas sur la coke, mais tu sais, il y a un épisode, j'avais fait pour la revue 4 épisodes médiéval fantastique. Puis là, ils m'ont dit, hey, je veux dire, c'est dur pour les publics de suivre à chaque mois une histoire à coup de 2 pages. Fait que quand c'était venu le temps de faire le livre, je me suis dit, je vais faire 30 pages de plus. On va faire un arc complet, une histoire dans l'histoire. Fait que, non, c'est ça. C'est un laboratoire de production. Puis ça n'a pas de prix parce qu'après, c'est tous les autres projets personnels qui gagnent de ces expériences-là acquises. Ce qu'on doit dire, c'est que tu es scénariste, t'as fait le texte et tu fais les dessins aussi. Je fais tout. Une vraie freak control. A one-person band. Ouais. Dis-moi, comme je disais, je dis souvent ça, on est dans une émission LGBTQIA+, LGBTQIA+. On va parler de l'éléphant dans la pièce. J'aime bien cette blague-là. Ce n'est pas nous, ni un ni l'autre, ni l'un ni l'autre. Alors, en tant que personne trans, qu'est-ce que ton identité de genre joue là-dedans? Est-ce que ça a une influence dans ta création? Si on prend Si on était, il n'y a pas eu une influence directe. J'en ai même pas parlé dans mes BD. Il y a des personnages queer, mais ça m'a même pas effleuré la tête de rajouter un personnage trans parce que c'est pas nécessaire. Tout le monde est legit. Il y a déjà Nathalie qui découvre qui sait qu'elle est lesbienne, alors que sa meilleure amie est très straight. Tout le monde est spécial et coloré à sa façon, puis c'est ça que je voulais montrer. Mais par contre, j'ai commencé cette BD-là en tant que gars, et j'ai fait de la transition pendant. Fait que ça change de quoi quand l'épanouissement est au rendez-vous, là, les idées, le bonheur a décuplé, fait que indirectement, ça a tout changé. Je pense que vraiment, c'est marquant le tome 1 et le tome 2. Puis on parle pas juste d'évolution, genre « Ah oui, elle dessine mieux ou elle écrit mieux ». Non, c'est autre chose. C'est une autre version de la même personne qui a pris le volant, là.
Puis le fait que tu sois peut-être, ben je sais pas, là, je vais présumer que tu es mieux dans ta peau, tu te sens mieux dans ta peau, fait en sorte aussi que ta vie, ton travail et ta vision du monde change un peu. Là. Puis c'est ça, puis là aussi, ben tu sais, j'ai une série semi-autobiographique qui va sortir bientôt à l'automne chez Papa, dont le moteur de base est un peu la transidentité. Parce que quand on fait une transition, quand on sort du closet, pour peu importe, ça pourrait même pas avoir rapport au LGBTQ. Ouais. Quand on sort quelque chose, une vérité qui est en nous, qu'on cachait depuis toujours, l'année qui suit, là, c'est ça, mais au cube, hein, on veut tout essayer, on veut tout être, on en mange, on veut juste penser à ça. Puis moi, j'ai commencé une série que je disais, il faut que je parle de ça, mais un an plus tard, ça me tentait plus. Parce que je veux dire, moi, je pense pas à ça dans la vie, que je suis trans. Je veux dire, il faut me le dire pour que je m'en souvienne des fois. À part le lundi, quand je me fais une injection, là, qui me fait un peu chier, mais c'est pas grave, c'est un mal nécessaire. J'oublie ça, moi. Mes amis, ils me regardent pas. Je veux dire, eux autres, je suis moi. Puis, fait j'ai fait dévier cette histoire-là. Ça n'a pas été long, mais pas parce que j'avais honte de ça ou d'autres choses, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est raconter la meilleure histoire possible, puis j'ai vu un filon quelque part. Ça va encore, une manière, traiter un peu de ça, mais c'est plus... ça va plus être... comment je pourrais dire ça? Ça inquiète. Ça va être quelque chose qui va être amené, puis qui va disparaître, puis qui n'est pas le cœur, mais que je pense que les lecteurs qui me connaissent vont se rendre compte de dire « Ah, il y a ce thème-là, puis ça a amené de belle façon. C'est pas rentré dans la gorge, c'est pas... Ouais. Ça parle de 10 000 autres affaires. Je veux pas preacher pour les trans là-dedans. Je veux juste... Ça se peut qu'il y ait des gens qui le découvrent, qui aiment ça, puis qu'une manière, ils font « Hey, attendons, là, ça parle de ça. » Ils n'auront pas le choix de faire comme « Ah ouais, c'est pas si pire que ça, finalement. » genre. Mais je vois bien que tu ne te sens pas ou tu ne te vois pas comme une personne militante pour les causes, peu importe les causes ou la cause trans. Ben oui, oui, mais pas de la façon qu'on pense. Ouais. Moi, en étant moi-même puis en faisant mon art, que j'en parle ou j'en parle pas, je suis pas quelqu'un qui va chercher à mettre des thèmes qui me tiennent à cœur, des injustices au front de mes BD. Mm-hmm. Mais je pense juste... Mais subtilement, ça va se retrouver. Ben, juste en étant moi-même puis en faisant mon art, je pense que ça fait le travail. Je veux dire, j'ai signé toute la fin de semaine pour le FBDM qui était fabuleux. Ouais. Et ben, tu sais, je le vois, les jeunes qui ont des petites larmes dans les yeux quand ils viennent me voir. Puis que, tu sais, des fois, moi, je ne sais pas, c'est eux autres qui me disent « Je suis trans ». Puis, tu sais, puis, je veux dire, il y a des gens qui sont même pas LGBTQ qui ont des petites larmes des yeux qui viennent me voir parce que mon travail, c'est pas juste. Moi, je peux être un modèle pour eux. Si ça leur tente, c'est tant mieux, mais je veux être un modèle pour tout le monde. Je veux être une bonne humaine. Une bonne humaine. Être une bonne humaine dans le contexte dans lequel on vit présentement, parce qu'on doit se le dire, il y a un mouvement très désagréable c'est une minorité, mais ils sont très vocales. Ils causent bien du grabuge. Donc, cette montée d'extrême droite, et puis tout le débat qui se fait sur l'identité de genre. Ouais. Comment tu vis ça, toi, dans ton art et dans ce que tu fais comme ce week-end? J'essaie de pas trop m'attarder à ça. Puis j'ai même pas de haine pour ça parce que ça se peut que s'il y en a qui m'entendent, ça les insulte, mais je veux dire, c'est juste qu'ils ne savent pas encore que c'est correct. Ouais. Puis ça se peut qu'ils le savent un jour, puis c'est pas grave, mais tu sais, on a peur des fois de ce qu'on connaît pas, mais moi, n'importe qui me rencontrait, il ferait comme « Hein? T'es trans? » Ben, je veux dire, je fais 6 pieds 4, j'ai des grosses bottes d'armée, je suis habillé en métal. Tu sais, je reflète pas l'image classique qu'on se donne, mais quand on découvre les personnes trans, les personnes queer, on se rend vite compte que, OK, non, ça n'existe pas un modèle standard. Il y en a de toutes les sortes. Puis moi, justement, j'ai pu faire ma transition et je dirais même survivre à l'existence en rencontrant mon modèle un jour. Quelqu'un que je vais être « Ah, OK, ça peut être ça, être trans. Ouais. » C'est ça qui m'a permis d'être là aujourd'hui, là. Il me reste beaucoup de temps. Oui. J'aimerais savoir, est-ce que tes livres seront un jour traduits, tu penses? Ben, ils sont traduits. Ah oui? Ben oui, celui que je dis qui sort à l'automne, ça fait 2 ans qu'il est sorti aux États-Unis. Ah. L'Esprit du camp, qui était ma série avant Si on était, est aux États-Unis, est en Espagne aussi. Bravo. Fait que, non, ça va bien de ce côté-là, franchement. Là. Ouais. Puis il y a donc ce projet qui s'en vient, ce projet de cette nouvelle série là, dont tu nous as parlé. Oui, qui s'appelle Passage secret. Donc on peut faire on peut s'imaginer des raisons
raison pour ce thème, mais c'est plus que vous passez. Bon, on t'a vu au festival de la BD. Est-ce qu'il y a d'autres moments où on va pouvoir te voir si les gens veulent rencontrer ce personnage ou cette personnage grande? Oui. Je dirais, là, cet été, je pense pas, mais à l'automne, c'est sûr, j'ai ma sortie, donc il va y avoir des lancements, puis la saison des sorties de livres et des festivals, octobre, novembre, décembre va arriver, donc je vais être un peu partout au Salon du Livre, etc. Axel Lenoir, encore merci, félicitations. Merci beaucoup. Merci d'être venu à l'heure où l'arc-en-ciel se C'est un lève. plaisir, merci. Merci. Vous avez des commentaires ou des suggestions de sujets ou d'entrevues pour Denis Martin? Contactez-le à heureciel@outlook.com. C'est heureciel en un seul mot et en minuscule @outlook.com. Suivez Denis Martin aussi sur sa page Facebook et sa page Instagram @dmchabot-auteur. Ben oui, cette première partie qui se termine bientôt. Ceux qui nous écoutent en balado, il n'y aura pas une longue pause entre la première et la deuxième partie. Cette deuxième partie, on va recevoir le chanteur Sebz, j'aime bien ça, S-E-B-Z, qui va nous rendre visite. On va parler avec lui un peu de sa carrière et de ce qui se passe dans sa vie. Et on va continuer en musique avec la chronique Arc-en-ciel musicale avec Donald Bilodeau. Alors, c'est une émission aujourd'hui tout en musique, comme je l'ai dit tantôt, une balado, une émission qui s'écoute comme une douce chanson d'amour. De retour à l'heure où l'arc-en-ciel se lève. Vous l'avez vu à La Voix, vous l'avez vu à Si on s'aimait, le chanteur Sebz vient nous rendre visite, puis on parle de lui, de sa carrière et tout ça. Et on continue en musique par la suite avec la chronique Arc-en-ciel musicale avec Donald Bilodeau. L'heure où l'arc-en-ciel se lève, je vous le dis tout de suite, c'est une chance, c'est une émission, une balado qui s'écoute comme de la musique d'amour. On vous aime. Vous écoutez L'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Je n'ai jamais vu New York. J'ai souvent New York dans la tête. Je n'ai jamais vu Rio qu'un pain de sucre sur les cartes photos. Je n'ai jamais vu Bangkok,
Mais sur tes lèvres, y a des parfums de chienne. Je n'ai jamais vu New York. Ah mon Dieu, c'est tellement beau cette chanson-là, une chanson qui nous fait rêver et j'aime beaucoup cette interprétation acoustique. Elle est de Sebs, de son vrai nom, Sébastien Aumont. Je sais pas si j'avais le droit de dire ton vrai nom. Ben oui, il n'y a pas de problème. Qu'on a connu à la voix et aussi à Si on s'aimait. Ouais. Si on s'aimait, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une télé-réalité où des personnes acceptent d'exposer leur recherche de l'âme sœur aux caméras et au public. Ouais. Et Sebs en a surpris plusieurs lors de cette émission-là parce que non seulement qu'il s'est présenté en tant qu'une personne ouvertement de nos communautés, de la diversité des orientations sexuelles et des identités de genre, mais il s'est présenté en tant qu'un autre type de personne. On va revenir là-dessus. Bienvenue à l'émission. Ben merci, Denis Martin, de m'inviter. Ben, ça me fait plaisir. Alors, avec toi, on utilise les pronoms et les accords masculins? Oui, effectivement. Tout à fait. Alors, je n'ai pas tout dit là, au sujet de ta participation à Si on s'aimait, parce que être queer dans des émissions de télé-réalité, c'est pas nouveau, mais toi, tu es allé pas mal plus loin que ça. Oui, en fait, j'ai affiché publiquement mon statut séropositif indétectable. Je t'avouerais que c'était pas dans mes plans initiaux. Okay. Ça faisait seulement 9 mois que j'avais reçu mon diagnostic au moment de débuter les tournages. J'étais à l'aise d'en parler à la production. J'étais aussi à l'aise d'en parler à mon, on va dire, collègue de tournage, de Gabriel, avec qui j'ai fait de l'aventure. Par contre, je me disais, il y a tellement d'heures de tournage dans cette émission-là parce que c'est une docu-réalité, au sens que c'est pas tant planifié d'avance. Il filmait beaucoup d'heures pour un peu comme un documentaire, là, pour après ça réussir à avoir un petit peu de contenu au lieu de forcer les choses comme une télé-réalité, disons. Donc je me disais quand même bien que sur un tournage de 4-5 heures, si je parle pendant 30 minutes de VIH avec Gabriel parce qu'il y avait des questions à me poser, c'est facile de couper au montage. Donc moi, au départ, j'étais pas à l'aise de l'afficher au grand jour au montage. Alors qu'est-ce qui a fait que tu as décidé d'en parler? Ben, c'est drôle parce que pendant qu'on parlait, moi et Gabriel, des fois on parlait d'intégrité, on parlait d'honnêteté, puis je me trouvais pas honnête et pas intègre de cacher cet aspect-là, tandis qu'on en parlait devant les caméras, mais de demander ensuite de ne pas le diffuser. Il y avait aussi la crainte, moi j'avais la crainte au départ que ça l'affecte négativement ma vie personnelle, ma vie professionnelle, j'avais peur que ça soit peut-être mal utilisé, que ça soit un stunt, on va dire. Je ne sais pas comment dire ça en français, mais que ce soit un peu de la poudre aux yeux à la télévision. Moi, c'est le restant de ma vie après ça qui était affecté par cette nouvelle-là. Donc, pour moi, c'est important que si on le faisait, qu'on le faisait bien et qu'on en profitait pour éduquer le public, disons, le plus possible. Donc, c'était des craintes surtout. Puis, bon, on s'entend que tout ça est arrivé pendant la pandémie. Nous, on a fait des tournages pendant le point fort de la pandémie. Tous les restaurants étaient fermés, tout était fermé. On n'avait pas le droit de voir les gens. Même que nous, pendant les tournages, il fallait qu'on soit à 2 mètres de distance. Donc, c'était un peu difficile d'aller en date, mais de rester à un bras de distance. C'était comme pas... C'était pour faire une blague, ça fait pas des enfants forts. Non, c'est ça, effectivement. À un certain moment dans l'aventure, on était considéré comme une bulle, donc on a pu se rapprocher, disons, entre guillemets. Mais c'est ça. Donc, étant donné que c'était la pandémie, j'avais pas fait mon coming out, moi, à mes proches, à mes collègues de travail, à des amis. Donc, là, je m'en allais le faire à la télé, devant tout le monde, à TVA. Et c'était gros, là. C'était gros. Donc, j'ai embarqué dans une Formule 1, là, moi, pour tout afficher ça, là. T'as pas fait un coming out, t'as défoncé la porte. Elle est finie, cette porte-là. Ouais, c'est ça. Mais c'est sûr qu'avant la diffusion à la télé, là, j'en ai profité pour vraiment en parler à mes proches. J'ai pas pu en parler à tout le monde. En plus, avec la pandémie, le couvre-feu, des fois, j'ai été forcé de le faire sur Zoom. Je trouve ça tellement impersonnel, mais je voulais pas qu'ils l'apprennent à la télévision. Mais il y a plein de gens qui me connaissent qui l'ont appris comme ça parce que j'avais pas d'autre choix. Donc... C'est un geste, le dévoilement est un geste très difficile. Puis des gens qui écoutent cette émission, cette balado le savent. Moi, je suis une personne qui vit avec le VIH depuis 2004 et j'en ai jamais parlé jusqu'en 2017. Alors, pour te dire jusqu'à quel point, moi, je t'admire d'avoir fait ça en temps de 9 mois. 9 mois, à TVA, let's go. En fait, mon but premier aussi de m'inscrire à Si on s'aimait, c'était pour m'aider moi-même. Mais je me disais, si mon histoire peut en aider d'autres, tant mieux. Mon histoire à la base, c'est que à l'âge de 35 ans, au moment où j'ai fait le tournage, j'avais encore jamais été en couple de ma vie.
Je tiens à préciser que c'est toujours le cas. Malheureusement. Vous pouvez nous écrire alors outlook.com, on vous mettra en contact. Voilà, s'il vous plaît, quelqu'un aidez-moi. Ouais. Mais c'est ce que j'avais dit d'ailleurs. Je pense que j'ai peut-être besoin d'aide. Il y a peut-être quelque chose que j'ai pas compris. Donc, pour moi, le fait d'aider le plus grand nombre était comme très important. Puis je pense qu'avec la production qui ont été vraiment exceptionnelle, qui ont cherché à bien comprendre puis à bien faire ça, à utiliser les bons termes, on a fait ça ensemble, puis je suis extrêmement rempli de gratitude que ça soit fait comme ça. Là. Quelle a été la réaction du public? Moi, avant la réaction du public, j'étais vraiment craintif. J'étais persuadé qu'il y en a qui allaient être ouverts, mais j'étais persuadé que j'allais recevoir beaucoup de jugements, beaucoup de haine. C'est aussi une des raisons pour laquelle j'ai décidé d'en parler. J'avais peur que ça sorte. Si j'en parlais pas à la télévision, je me dis, il y a de fortes chances que ça sorte et ça sorte peut-être tout croche après ça dans les trucs à potins. T'as plus le contrôle. Puis qu'après ça, on dise, il est donc bien écœurant, il n'en a pas parlé à Gabriel. Puis quand dans le fond, tout le monde est au courant depuis jour 1 dans la production. Donc, pour éviter de devoir trouver une façon de réparer le pot cassé, on a décidé de bien le faire d'un seul coup et la réaction du public a été incroyable. Vraiment, là, j'ai toujours la même chose, mais j'ai pas reçu une vague d'amour, j'ai reçu un tsunami d'amour. Ça a été les premières émissions, je te dirais les 2 premières semaines, je recevais tellement d'amour du public que j'en pleurais. Ça se pouvait pas, là. Les messages qui étaient beaux et gentils. Et des gens, je dis pas ça pour juger, mais le public de Son Sémet sont peut-être plus âgés, ont un certain âge. Ils ont connu moindrement la crise du sida, mais c'est peut-être pas des gens de la communauté LGBTQ+. C'est sûr qu'il y en a, tout le monde écoute Si on s'aimait, disons, là. Mais c'est peut-être des gens qui, naïvement, on aurait pu penser qu'ils auraient pu me juger, mais non, ils ont été vraiment ouverts. Et souvent, les gens étaient comme contents d'avoir une mise à jour, disons. Que eux, la dernière fois qu'on a entendu parler, c'était peut-être à l'époque de Freddie Mercury et tout ça. Tout à fait. Et que là, c'est comme, on savait pas que ça l'avait évolué et qu'on était rendu un peu ailleurs. Ouais. La bataille n'est pas terminée, on s'entend, là. Mais quand même, c'était une mise à jour que je pense qui était due là, à grand public. Et t'as fait la voix par la suite? Oui, ben ça a été, si vous avez cligné des yeux, vous ne m'avez pas vu, là, ça a été très bref et rapide, mais oui, dernièrement, j'ai participé à la voix là, en janvier dernier. OK. Ouais. Tu t'es pas rendu loin, c'est ça? Non, malheureusement, la première étape qui est publiée à la télévision, c'est les auditions à l'aveugle. Ouais. Et j'ai pas été repêché par aucun coach. Donc, ça s'est arrêté là. C'est sûr qu'il y a des processus avant que j'ai fait comme tout le monde. On m'a pas tendu la main. On m'a pas invité à passer à la voix. Je suis allé par moi-même. Donc, c'est ça. Mais ça sera pour une prochaine fois, puis il y aura autre chose de toute façon. Là. Ben justement, parlons de ta carrière, parce que moi, j'étais un peu surpris. Je disais, mais il n'a pas fait de disque encore. Non, non. Parce que tu as vraiment une belle voix, puis tu as mis beaucoup de choses en gentil. ligne. Moi, j'ai pris ça sur YouTube, là, en passant. Oui. D'ailleurs, c'est la chanson que j'ai chantée à la voix, à mon audition à l'aveugle. Donc, merci, c'est gentil. C'est sûr que si jamais il y a des gérants d'artistes là, qui nous écoutent, qui sont soit des célibataires ou des gérants d'artistes, je suis disponible. J'ai besoin d'aide, s'il vous plaît, quelqu'un. Oui, les célibataires, ça va être plus pour moi. Je vais t'envoyer les gérants d'artistes, d'accord? On fera le tri. Mais non, c'est ça. Je continue de travailler. En ce moment, je travaille sur mes propres chansons parce que, l'univers musical a tellement changé. On ne peut plus juste avoir, disons, une belle voix pour percer en musique. Maintenant, il faut être un tout inclus, il faut clé en main. Il faut avoir nos propres chansons. Il faut que nos chansons soient presque déjà prêtes à jouer à la radio. Il faut qu'ils soient déjà très professionnels. Il faut déjà avoir ton public qui te suit. Pour être signé par une grosse compagnie, disons, faut arriver clé en main maintenant. C'est pas facile. C'est pas facile. Je travaille là-dessus. Quoiqu'on a plus d'outils qu'avant avec Internet, YouTube et compagnie. On est plus accessible au grand public, mais ça reste pas simple. Les chansons que tu nous présentes, comment tu les choisis? Ça vient toujours de mon cœur. C'est toujours ce que j'aime faire. Je suis pas très stratégique. Je me dis pas qu'est-ce qui serait bon de faire, disons. C'est toujours des chansons qui me parlent, puis je pense qu'ils parlent aussi un peu à mon public. Mais faut que la mélodie, les paroles me fassent vibrer, c'est sûr. J'essaie toujours le plus possible d'y aller en français. Je trouve ça important, même qu'à la voix, j'aurais aimé ça avoir un parcours 100% en français.
Chose que j'ai eue en faisant seulement une seule chanson, c'est réussi. Mais bon, mon but, ça aurait été vraiment de chanter uniquement en français et encore mieux, ça aurait été le fun que je puisse chanter que du québécois. Mais bon, ça sera pour une autre fois. Mais ouais. Dis-moi, est-ce qu'il y a des projets qui s'en viennent pour toi, qui vont peut-être te donner la chance d'être découvert? Peut-être. C'est sûr que moi, je suis très proactif dans la vie. Moi, j'attends pas qu'on m'appelle. T'appelles. J'aime ça cogner aux portes puis les défoncer parfois aussi. Justement, comme à la voix, si c'est moi qui s'est rendu, là, j'ai pas attendu qu'on m'appelle. Je peux pas rien dire parce qu'il y a rien de concret en ce moment, mais oui, j'ai fait d'autres petits moves là, dans le but de faire peut-être d'autres projets télé. Ça va être à suivre. Je dirai rien parce qu'il n'y a rien de concret. Oui. Puis en ce moment, c'est vraiment travailler sur mes chansons, ma musique. J'aimerais vraiment ça sortir en album. C'est un peu difficile quand tu es toute seule devant ça. Ça coûte très cher. J'ai sorti un seul extrait jusqu'à maintenant qui m'a quand même coûté cher. Mais donc, je ne serais pas capable de produire un album au complet moi-même. J'ai pas 30 000 $ là, dans mes poches de lousse, malheureusement. Oui, c'est d'avoir 30 000 Donc aussi, si jamais il y a des producteurs qui nous écoutent, je suis juste venu ici pour chercher en fait, les gens. Là. On est tellement content de t'avoir reçu parce que vraiment, c'est quand même quelque chose d'énorme ce que tu as fait. Puis surtout que de nos jours, les choses sont beaucoup moins faciles. Il y a tout ce mouvement très radical et très haineux envers nous. Mm-hmm. Mais tu l'as fait, tu continues à le faire, puis bravo. Merci beaucoup d'avoir été à l'émission. Merci, c'est très gentil. En bref. Quelques jours avant la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, des étudiants de l'école secondaire du Chêne Bleu, à Pincourt, ont arraché et piétiné le drapeau aux couleurs de la fierté. Sur une vidéo circulant sur la toile, on y voit plus d'une centaine d'étudiants manifester alors qu'un des leurs, se trouvant sur une mezzanine, arrache littéralement le drapeau arc-en-ciel avant de le jeter au sol. Et c'est alors que d'autres élèves piétinent le drapeau. Je ne peux pas croire qu'en 2023, ici, dans Vaudreuil-Soulanges, une chose de la sorte se produise, qui plus est la veille de la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. C'est un geste d'une violence sans mots. Je suis totalement sous le choc, a commenté Julie Lemieux, mairesse de Très-Saint-Rédempteur et présidente de l'association LGBTQ2+, de Vaudreuil-Soulanges. Source Néomédia. Vous écoutez L'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. La différence, celle qui dérange, une préférence, un état d'âme, une circonstance, un corps à corps, en désaccord, avec les gens trop bien pensants, les mœurs d'abord. Wow! Ah, je le dis à chaque fois, Donald, c'est toujours choisir des chansons que j'aime. Peut-être parce qu'on a à peu près le même âge puis le même répertoire. Donald Bilodeau, la chronique arc-en-ciel musicale. Ouais, j'ai un petit lapsus freudien ici. Dis-moi, bonjour. Bonjour, bienvenue à l'émission. Bonjour tout le monde. Alors, toujours les pronoms, les accords masculins. Alors, pourquoi tu as choisi aujourd'hui la différence? En fait, aujourd'hui, je voulais vous parler d'artistes belges. Ah bon? Parce que la Belgique, c'est quand même, n'oublions pas, un pays d'abord premièrement très ouvert, très tolérant. C'est le deuxième pays du monde à avoir autorisé les mariages. Oui, avant le Canada. Avant le Canada, juste avant. D'ailleurs, c'est les Pays-Bas le premier, ensuite la Belgique, le Canada et le Québec qui ont suivi tout de suite après. C'est quand même pas pire. Ouais. Et Lara Fabian, c'est une grande alliée de la communauté LGBTQ. Elle a chanté La différence en 1997, mais elle a aussi fait d'autres chansons en rapport à notre communauté. Il y a eu Deux îles, deux ailes en 2013. Il y a eu également la chanson Tu es mon autre qu'elle a fait en duo avec Morane, une autre artiste belge qui nous a quittés en 2018. Mm-hmm. Alors, depuis le début de sa carrière, Lara Fabian utilise sa tribune pour parler ouvertement des droits de la communauté LGBTQ, et ce, partout dans le monde.
Elle est très populaire, comme beaucoup de Français ou de Belges dans les pays de l'Est et en Russie. Et Lara Fabian a été menacée de prison en Russie, malgré le fait qu'elle soit très populaire là-bas. Elle a quand même chanté, elle a quand même osé chanter sur scène la chanson La Différence. Elle a refusé de céder à l'intimidation. Elle a bien fait. Absolument. Quoique là, aujourd'hui, en 2023, si elle allait à Moscou, je ne suis pas sûr que on ne devrait serait... pas personne aller à Moscou présentement. Non, exactement, c'est ouais. ça. C'est juste pas bon pour la santé. Non, en effet. Alors, ce qu'elle a dit, c'est ça, c'est qu'elle a toujours été entourée, même dans sa jeunesse, par la communauté gay. C'est ce qu'elle expliquait au magazine français Têtu, qui est le magazine Fugue de France. Hein? Oui, avec beaucoup plus de moyens. Avec beaucoup plus de moyens, exactement, ouais. C'est ça. Alors, de son vrai nom, Lara Sophie Crocaert, je ne sais pas si je le prononce. Crocaert. Ouais. Crocaert. J'ai un ami que le nom de famille, c'est Gérard, ça s'est pris avec A-E-R-T. A-E-R-T, ouais. C'est alors, ça. Alors, c'est Crocaert, j'imagine. Ouais. Crocaert. Ouais. Elle est née donc en 1970, près de Bruxelles, en Belgique. Elle s'est lancée très jeune dans la chanson. Elle a publié quelques 45 tours. En 1988, pour le 33e concours Eurovision de la chanson, elle a représenté le Luxembourg, petit pays voisin, avec la chanson Croire. Mais c'est une certaine Céline Dion. Ah, c'est qui ça? C'est une autre chanteuse. une autre personnalité assez aimée, je dirais, de la communauté LGBTQ. Tout à fait. Donc, qui a représenté la Suisse et qui a gagné le Grand Prix. Son histoire d'amour avec le Québec à Lara Fabian débute en 1991 pour se poursuivre toujours de nos jours. Son premier album s'est vendu à plus de 100 000 exemplaires chez nous. Par la suite, donc, elle a fait beaucoup de disques, évidemment, gagné beaucoup de prix partout dans la francophonie. Alors, La Différence, parlons de cette chanson, qui est une chanson sur l'ouverture et sur l'acceptation. Et fait intéressant, c'est que c'est Lara Fabian elle-même qui a écrit le texte. La musique était composée par Rick Allison, qui était à l'époque son conjoint. La première partie de la chanson traite des hommes et la seconde des femmes. Alors, pour les hommes, elle dit, la différence, celle qui dérange, une préférence, un état d'âme, une circonstance, un corps à corps en désaccord, avec les gens trop bien pensants, les mœurs d'abord. Leur peau ne s'étonnera jamais des différences, elles se ressemblent, se touchent comme ces deux hommes qui dansent. Et là, il y a le refrain qui dit, sans jamais parler, sans jamais crier, ils s'aiment en silence, sans jamais mentir ni se retourner, ils se font confiance. Si vous saviez comme ils se foutent de nos injures, ils préfèrent l'amour, surtout le vrai, à nos murmures. Ah mon Dieu, ça serait des mots qu'on pourrait envoyer à certaines personnes présentement. Oui, en effet, même de la classe politique. Oui, tout à fait. Hein? Ouais. Et pour les femmes, elle dit, ils parlent souvent des autres gens, ils s'aiment, qui s'aiment si fort, qu'ils s'aiment, comme on dit normalement, de cet enfant tellement absent, de ce mal du sang qui court. Et tue si librement, leurs yeux ne s'éloigneront jamais par négligence, ils se reconnaissent, s'apprivoisent comme ces deux femmes qui dansent. Et dans le refrain, elle répète le refrain, mais en remplaçant les « ils » par les « elles ». Elle fait évidemment référence, comme toute bonne européenne, à Rimbaud et à Verlaine, et elle conclut sa chanson en disant quelque chose de tout simple, mais qui veut tout dire. La différence, quand on y pense, mais quelle différence! C'est beau, hein? Il y a des gens qui ont un talent incroyable là, pour trouver des belles tournures comme ça. Tournure de phrases là, pour conclure la chanson. Ouais. En Belgique, il y a une drag queen qui s'appelle, j'ai trouvé ça tellement drôle, Miss Delicious. Dee, c'est son prénom. Licious, c'est son nom de famille. Okay. Alors, c'est une drag queen dont le vrai nom est Kevin Daudémont. Il a affirmé ceci concernant le grand succès de Lara. Il a dit « Sa chanson « La différence » m'a guidé durant toute mon adolescence. Elle m'a permis de tenir le coup face au rejet des autres. Ce titre m'a véritablement sauvé. Depuis, je ne désire qu'une chose, c'est de pouvoir interpréter cette chanson sur scène aux côtés de Lara Fabian. On le lui souhaite. » Tout à fait. Ah oui, tout à fait. Et là, j'aimerais vous parler d'une autre chanteuse belge, beaucoup plus jeune, qui s'appelle Angèle et qui a fait son coming out de bisexuel en 2020. Alors, on pourrait peut-être écouter un extrait de sa chanson qui s'appelle « Ta reine ». Si seulement elle savait comment tu la regardais, elle serait effrayée.
Si seulement elle savait comment tu l'imaginais, elle pourrait t'abîmer. Mais laisse le temps, il pourrait vous donner une chance de vous retrouver. Il lui faudra du temps, c'est sûr, pour oublier tous ses préjugés. Mais tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir. Ah oui. Hein. Très jolie voix. Hein? Très jolie voix, très belle mélodie. Ouais. Je disais tout à l'heure, je me demandais où j'avais déjà entendu cette chanson, puis j'ai une liste de musique, Apple Music, là, qui appelle ça Top Franco, puis elle a joué régulièrement cette chanson-là. Cette chanson-là. Ouais. En Europe, elle a eu 8 extraits sur son premier album, c'est énorme. Ouais. Alors, elle est belge, donc elle est née en 1995, elle aussi près de Bruxelles, donc elle a 27 ans. Son nom complet, Angèle Joséphine Aimée Van Laken. Van Laken. Laken, Ouais. tu vois, ton belge est meilleur que le mien. C'est un nom néerlandais. Néerlandais, c'est ça. Flamand, probablement. Dans ce cas-là, c'est flamand, oui. Oui, c'est ça. Alors, elle chante depuis 2015. Elle touche à plusieurs domaines. Elle est auteure, compositeur, interprète, musicienne, pianiste, productrice, actrice et mannequin. En 2018, elle a publié son premier album, un second en 2021. Et comme actrice, elle va jouer cette année le rôle de la belle Falbala dans le prochain Astérix, l'Empire du Milieu. Espérons que ça va être un bon film cette fois. Espérons. Ouais. Espérons. Son premier s'appelle Broll, B-R-O-L. Et c'est là-dessus qu'elle chante Ta Reine, un titre qui aborde l'homosexualité féminine. Alors, Angèle est connue pour son féminisme et la chanson évoque la difficulté à s'accepter en Occident dans cette société donc LGBTQ, ici tout particulièrement en tant que femme lesbienne. Cette œuvre est presque une lutte contre cette société patriarcale et hétérocentrée. On peut lire dans les paroles « Si seulement elle savait comment tu pourrais l'aimer tellement plus que lui ». Alors, je ne lirai pas tout le texte parce que c'est quand même long, mais dans le refrain, elle dit « Mais tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir, même si 2 reines, c'est pas trop accepté. Mais tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir, toi les rois, tu t'en fous, c'est pas ce qui te plaît. Ah. » Dans un long entretien à Télérama, le phénomène belge explique avoir écrit Ta Reine pour une amie gay qui trouvait les lesbiennes sous-représentées dans la pop culture. Elles sont sous-représentées partout, mais ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Elle se doutait certainement pas, par contre, de l'ampleur que le titre allait prendre. Il est à noter qu'Angèle évoque également le thème de l'homosexualité féminine dans un autre titre de l'album qui s'appelle « Tu me regardes ». Vous irez l'écouter donc sur les sites de téléchargement légaux sur YouTube. Mais dans le refrain, elle dit « J'y ai pensé parfois, je voulais pas le voir. Je l'avais chanté déjà, mais sans trop le savoir. Les échecs me font peur. Je jouais avec le roi, la reine a pris mon cœur. J'y ai pensé en boucle, tu me plais, je vais te le cacher sans doute, tu me plais. » Alors, on dirait une suite à la chanson précédente. Ouais. C'est sur le même album. Donc, c'est ça. Comme quoi, la Belgique nous offre, elle aussi, de très grands artistes de la communauté LGBTQ ou des artistes qui la chantent. Est-ce que j'ai le temps de vous parler le temps. Rapidement? Je voulais juste vous parler du Panthéon gay en musique. Dans les années 60, la communauté gay voue un culte, évidemment, à de nombreux artistes. On peut penser à Diana Ross avec son I'm Coming Out, avec Gloria Gaynor, I Will Survive, etc., Donna Summer avec Hot Stuff. On peut rajouter à la liste les Judy Garland, Madonna, George Michael, Freddie Mercury, Elton John, etc., Boy George, Lady Gaga. Mais du côté de la francophonie, ça fait longtemps que Dalida, évidemment, est considérée comme une icône gay, tout comme les Mylène Farmer. Il est à noter que les chanteuses attirent plus que les chanteurs. Pourquoi? Probablement parce que c'est en particulier à cause du plaisir d'entendre les mots d'amour adressés à des hommes. La chanson permet le polymorphisme du désir. Alors, pourquoi les gays ont-ils attribué à la chanteuse Dalida ce statut d'icône? Dalida, parce que c'est une belle grande femme au brushing énorme, maquillée à outrance, fait appel au cliché de l'hyperfemme qu'on retrouve dans les spectacles de drag queen, de transformistes ou de personnes à identité hybride. Alors, ce n'est pas nécessairement une caricature, mais c'est ce qu'a affirmé Guillaume Renevé, rédacteur en chef du magazine gay 360.
Alors, on n'a pas le temps d'aller pour le reste des choses, mais on reviendra là-dessus. On reviendra là-dessus le mois prochain. Le mois prochain. Yes. Donald Bilodeau, merci. À la prochaine. À la prochaine. Vous avez des commentaires ou des suggestions de sujets ou d'entrevues pour Denis Martin? Contactez-le à heureciel@outlook.com. C'est heureciel en un seul mot et en minuscule @outlook.com. Suivez Denis Martin aussi sur sa page Facebook et sa page Instagram @dmchabot-auteur. C'était l'heure où l'arc-en-ciel se lève pour ce lundi 29 mai 2023. Merci de votre fidélité. Puis oui, je vous répète, allez nous suivre sur heureciel@outlook.com. Merci à notre équipe, France Dauphin à la recherche, Maurice Bolduc à la mise en onde. On remercie Julie Curley pour la musique thème, Gerly Ormelet qui est chef du contenu numérique et Jean-Sébastien Leslibertés qui est chef de la diffusion pour Canal M. Et évidemment, Marjorie Théodore, notre présidente et directrice générale de Vue et Voix et de Canal M. Alors on se dit à la semaine prochaine.